Je m'appelle Porter et à 35 ans, j'ai bâti un empire technologique à partir de rien d'autre que de la détermination et de la rancœur. Pendant une décennie, ma soi-disant famille m'a exclu de toutes les réunions, fêtes et étapes importantes de la vie, comme si je n'avais jamais existé. Dimanche dernier, ma sonnette a retenti de manière inattendue. À travers ma caméra de sécurité, je les ai vus, mes parents, debout à mon portail, levant les yeux vers le manoir que leur fils rejeté avait construit. J'ai ouvert la porte, j'ai parlé calmement et j'ai vu la couleur quitter leur visage. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, faites-moi savoir d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à prouver à quelqu'un qui n'a jamais cru en vous qu'il avait tort. J'ai grandi dans un quartier modeste de Seattle où la pluie semblait refléter les attentes tempérées que ma famille avait pour moi. Notre maison était petite mais fonctionnelle, tout comme mon père, Kenneth, voulait que nos aspirations le soient. Papa travaillait dans la construction. Construire des choses avec ses mains calleuses était la seule forme de création qu'il respectait. C'était un traditionnaliste jusqu'au bout des ongles, croyant que les hommes devaient avoir des emplois physiques et subvenir aux besoins de leur famille sans se plaindre. Ma mère, Diane, existait dans son ombre, une présence perpétuellement acquiescente, qui avait perfectionné l'art d'éviter les conflits en se rangeant toujours de son côté. Puis il y avait ma sœur cadette, Megan. Dès sa naissance, 3 ans après moi, elle est devenue l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Ses récitals de danse étaient des événements familiaux qui nécessitaient la présence de parents éloignés. Ses notes de B+ étaient célébrées. Ses intérêts, aussi fugaces soient-ils, étaient financés sans discussion. J'étais différent depuis le début. Alors que papa voulait que je joue au football, je démontais l'ordinateur familial et le remontais avec des améliorations. Quand il ramenait des maquettes de voitures à construire ensemble, je codais mes premiers programmes de base. La déception dans ses yeux m'est devenue aussi familière que mon reflet. Les garçons ne restent pas assis à l'intérieur toute la journée, disait-il en ouvrant brusquement les stores de ma chambre. Ce n'est pas naturel. Maman ajoutait doucement. Peut-être essayer quelque chose auquel ton père peut s'identifier, Porter. Mon adolescence n'a fait qu'élargir le fossé. Au lycée, j'excellais sur le plan scolaire, mais j'avais des difficultés sur le plan social. Mes intérêts pour la programmation et la technologie faisaient de moi une cible facile pour les brutes. Quand je suis rentré à la maison avec le nez en sang après avoir défendu ma réputation de geek de l'informatique, mon père ne m'a pas réconforté. Peut-être que si tu t'endurcissais un peu, il ne s'en prendrait pas à toi, a-t-il suggéré en se retournant vers l'événement sportif qui clignotait sur notre télévision. Le schéma est devenu clair très tôt. Les activités de Megan avaient toujours la priorité. Quand elle avait un match de football, la famille y assistait, quand j'avais une compétition de robotique, je prenais le bus seul. Leur calendrier tournait autour de son emploi du temps, tandis que le mien était au mieux une pensée après coup. Le point de rupture de mon adolescence est survenu quand j'avais 17 ans. Après des mois de nuit blanche, j'avais créé un programme qui analysait les schémas de circulation pour optimiser les itinéraires des transports en commun. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était assez impressionnant pour remporter le concours technologique de l'État, me valant la reconnaissance de plusieurs universités prestigieuses. La cérémonie de remise des prix était prévue un samedi après-midi de mai. J'avais rappelé mes parents pendant des semaines, encerclant même la date sur le calendrier de la cuisine. Le matin de l'événement, je suis descendu dans ma seule bonne chemise à boutons pour trouver mes parents se précipitant dans la panique. Le professeur de danse de Megan a déplacé son récital à aujourd'hui, a expliqué maman en épinglant un corsage sur le juste au corps de ma sœur. Nous pensions que c'était le week-end prochain. Mais ma cérémonie, ai-je commencé. Papa m'a coupé. C'est son grand solo, Porter. Il y aura d'autres foires scientifiques. C'est un concours de technologie, ai-je corrigé. Et ce sont les finales de l'État. Eh bien, peux-tu l'enregistrer ou quelque chose comme ça? A suggéré maman, rassemblant déjà son sac à main. Ils m'ont laissé debout dans le salon. Le discours fier que j'avais pratiqué toute la nuit était froissé dans ma poche. J'ai pris le bus pour la cérémonie et j'ai accepté mon prix devant un public de parents étrangers. Les 2 sièges vides que j'avais réservés me fixaient. Cette nuit-là, après leur retour, s'extasiant sur la performance parfaite de Megan, je me suis retiré tranquillement dans ma chambre et j'ai commencé à rechercher des bourses d'études universitaires. J'avais réalisé quelque chose de fondamental. Si je voulais du soutien, je devrais me le fournir moi-même. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, je me suis retrouvé face à un autre obstacle.
On m'avait offert l'admission à plusieurs excellents programmes, mais avec seulement des bourses partielles. Le reste des frais de scolarité nécessiterait soit des prêts, soit une aide familiale. L'informatique, a ricané papa quand je lui ai montré les formulaires d'aide financière. Qu'est-il arrivé à l'ingénierie? Au moins, c'est un vrai diplôme. La technologie est l'avenir, papa, ai-je argumenté. Les salaires de départ sont plus élevés que la plupart des postes d'ingénieurs. Alors, tu peux gagner tout cet argent tout de suite, hein? Alors pourquoi nous demandes-tu de l'aide? Sa logique était délibérément circulaire, conçue pour me piéger. Finalement, ils ont offert une fraction de ce qu'ils avaient déjà engagé pour le futur programme d'art du spectacle de Meghan. Ce n'était pas suffisant. Plutôt que de m'endetter lourdement, j'ai pris la décision difficile de différer mon inscription et de prendre une année sabbatique pour gagner l'argent moi-même. Cette année s'est avérée plus précieuse que n'importe quelle salle de classe n'aurait pu l'être. En travaillant dans un magasin d'électronique, j'ai rencontré Raymond, un ingénieur logiciel à la retraite qui venait régulièrement parcourir les derniers gadgets. Il m'a remarqué en train de lire des livres de programmation pendant mes pauses et s'est intéressé à ma situation. L'éducation est importante, m'a dit Raymond un jour autour d'un café. Mais la vision et la motivation sont ce qui séparent les personnes qui réussissent de celles qui sont simplement éduquées. Raymond est devenu le mentor que j'avais toujours désiré, offrant des conseils, des relations et finalement un emploi à temps partiel dans son cabinet de conseil. Pour la première fois, quelqu'un investissait dans mon potentiel plutôt que de le rejeter. Ce goût de soutien était enivrant et rendait le retour à la maison chaque soir à l'indifférence de mes parents d'autant plus amer. À l'âge de 20 ans, j'avais économisé assez pour ma première année d'université, mais je reconsidérais mon chemin. Travailler avec Raymond m'avait donné une expérience pratique qui surpassait ce que de nombreux cours de première année d'informatique offraient. Plus important encore, j'avais commencé à développer ma propre application, une plateforme qui mettait en relation des travailleurs indépendants de la technologie avec des projets à court terme. Je louais une chambre dans la maison de Raymond, codant après les heures de travail tout en travaillant dans son cabinet pendant la journée. L'arrangement fonctionnait bien jusqu'à ce que l'annonce des fiançailles de Meghan ne plonge notre famille dans le chaos. À 22 ans, ma sœur avait trouvé son âme sœur, un directeur marketing nommé Trevor, qui portait des pochettes et venait d'une famille de vieille fortune. Mes parents étaient aux anges. Maman m'appelait tous les jours avec des mises à jour sur les options de lieu et les arrangements floraux. Papa, habituellement frugal à l'extrême, n'avait soudain plus de soucis budgétaires. On n'a qu'un seul mariage de filles, disait-il fièrement, comme si je n'étais pas aussi leur enfant. Le budget initial du mariage dont ils discutaient était de $60 000, de l'argent qu'ils avaient apparemment économisé pendant des années. J'ai essayé de ne pas penser à mes discussions sur les fonds d'études quand ils avaient prétendu avoir des difficultés financières. 2 mois après le début de la frénésie des préparatifs du mariage, le développement de mon application a atteint une étape critique. J'avais besoin de fonds de démarrage pour embaucher un designer et lancer une version bêta. Le montant était modeste, $15 000, et j'avais un plan d'affaires détaillé montrant les rendements potentiels. Avec les encouragements de Raymond, j'ai décidé d'approcher mes parents avec une opportunité d'investissement plutôt que de demander une aumône. J'ai choisi le dîner de fiançailles de Meghan comme moment, pensant que l'ambiance festive pourrait les rendre plus réceptifs. L'événement s'est tenu dans un restaurant chic où j'avais à peine les moyens d'entrer, et encore moins de dîner. Je suis arrivé avec mon plan d'affaires imprimé sur du papier de haute qualité, rangé dans un portefeuille professionnel. Après le toast au champagne porté au couple heureux, j'ai pris mes parents à part. Je voulais partager une opportunité avec vous, ai-je commencé en ouvrant mon portefeuille. J'ai développé une application qui est prête pour les tests de marché. Raymond pense qu'elle a un potentiel significatif, et je cherche des investisseurs initiaux. Papa a froncé les sourcils, secouant déjà la tête avant que je puisse continuer. Ce n'est pas le moment, Porter, a-t-il marmonné. C'est la soirée de ta sœur. Je sais, les jeux assurés. J'ai juste pensé que puisque la famille discute de la planification financière pour l'avenir, cela pourrait être pertinent. Maman a jeté un regard nerveux entre nous. De quel genre d'argent parles-tu? J'ai expliqué le montant et les rendements prévus, en soulignant qu'il s'agirait d'un investissement légitime, pas d'un cadeau. Vous seriez actionnaire de ce qui pourrait devenir une entreprise très rentable. Le visage de papa s'est assombri pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, il a pris une longue gorgée de son whisky, l'a posée avec un soin délibéré et s'est penché en avant. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-il dit, sa voix basse.
ta sœur commence sa vie avec un homme respectable qui peut subvenir à ses besoins, et tu veux que nous prenions de l'argent de son mariage pour financer ton jeu d'ordinateur? Ce n'est pas un jeu, papa. C'est une plateforme d'affaires que les vrais hommes construisent des choses avec leurs mains, pas de perdre du temps avec des jeux d'ordinateur, a-t-il interrompu assez fort pour que les tables voisines se tournent pour regarder. Ta sœur s'est fait un nom. Quand vas-tu grandir et faire de même? Le restaurant a semblé tomber dans le silence autour de nous. J'ai senti la tension familière dans ma poitrine, le même sentiment que j'avais eu en me tenant seul à ma cérémonie de remise de prix des années auparavant. Maman a posé la main sur le bras de papa. Mais ces mots n'étaient pas pour me défendre. Peut-être que si tu étais plus comme ta sœur, a-t-elle suggéré doucement, concentrée sur la construction de relations au lieu d'être toujours seule avec tes ordinateurs. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là. Pas soudainement comme du verre qui se brise, mais lentement comme de la glace qui se fissure sous un poids trop lourd. J'ai regardé mes parents, vraiment regardé, et je les ai vus clairement pour peut-être la première fois. Ils n'allaient pas changer. Aucune réalisation ne serait jamais suffisante pour gagner leur approbation, car le problème n'avait jamais été mes choix. C'était moi. Je me suis excusé de la table, je suis allé à ma voiture et j'ai conduit directement chez Raymond. Le matin, j'avais emballé tout ce que je possédais dans ma voiture, juste mon ordinateur portable, des vêtements et quelques livres. J'ai laissé une note remerciant Raymond pour son mentorat et expliquant que j'avais besoin d'un nouveau départ quelque part sans distraction. 3 jours plus tard, je m'installais dans un appartement exigu avec 2 colocataires dans une ville axée sur la technologie à 400 miles de là. J'ai pris un emploi dans une start-up locale pendant la journée et j'ai travaillé sur mon propre projet la nuit. Les heures étaient épuisantes, mais chaque minute passée à construire mon avenir était une minute non passée à ressasser mon passé. Le premier Noël loin de la maison a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Non pas parce que les réunions de famille me manquaient. Celles-ci avaient toujours été des exercices pour se sentir exclu tout en étant physiquement présent. Mais parce que la finalité de ma décision m'a frappé, j'étais vraiment seul maintenant. J'ai envoyé une carte de Noël à Megan avec ma nouvelle adresse. Elle n'a jamais répondu. En février, j'ai découvert via les réseaux sociaux que je n'avais pas été invité à son mariage. Des photos sont apparues montrant toute ma famille élargie, des cousins que je connaissais à peine. Des parents éloignés d'autres États, tous réunis pour célébrer. Tout le monde sauf moi. L'exclusion m'a piqué, mais c'est la nature désinvolte de celle-ci qui m'a vraiment blessé. Il n'y avait eu aucune confrontation, aucun reniement formel. J'avais simplement été effacé, mon absence ne méritant même pas d'être reconnue. J'ai fait une dernière tentative de réconciliation, en appelant chez mes parents pour leur anniversaire. Papa a répondu, sa voix immédiatement sur la défensive quand il m'a reconnu. Que veux-tu, Porter? Juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire, ai-je répondu en essayant de garder un ton léger. Comment allez-vous tous les deux? Nous allons bien, a-t-il dit sèchement. Avais-tu besoin de quelque chose? Le message ne pouvait pas être plus clair. J'étais une obligation, une interruption indésirable. Après quelques autres échanges guindés, j'ai mis fin à l'appel et j'ai pris une décision. Je mettrai toute mon énergie à construire mon propre succès. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, je créerais une vie si indéniable que leur rejet deviendrait leur perte, pas la mienne. Alors que le printemps se transformait en été, j'ai découvert via les réseaux sociaux de Megan que mes parents avaient organisé une réunion de famille dans leur chalet au bord du lac, le même chalet où j'avais passé les étés de mon enfance à pêcher avec mon grand-père. Il y avait des photos de barbecue, de promenades en bateau, de cousins jouant à des jeux. J'ai reconnu des visages que je n'avais pas vus depuis des années. Je n'avais même pas reçu un SMS à ce sujet. Ce fut la première exclusion de nombreuses. Année après année, je découvrais les réunions de famille après coup. Les dîners de Thanksgiving, les célébrations de Noël, les réunions d'été, les fêtes d'anniversaire de nièces et neveux que je n'avais jamais rencontrés. Chaque fois, le message était le même. La famille était complète sans moi. Les liens familiaux étant rompus, je me suis jeté dans le travail avec une intensité qui frisait l'autodestruction. Mes colocataires me voyaient rarement. J'étais soit à mon travail de jour, soit penché sur mon ordinateur portable au café ouvert 24h24 en bas de la rue. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre, et les repas étaient tout ce que je pouvais consommer en codant. 6 mois après le début de cette routine, j'ai rencontré Jason lors d'un meet-up tech local. C'était un développeur front-end avec une formation en expérience utilisateur,
exactement le type de compétences dont mon projet avait besoin. Après avoir entendu mon pitch, il est resté après minuit à discuter des possibilités. Ton concept est solide, a-t-il dit en esquissant des idées d'interface sur une serviette en papier. Mais le flux utilisateur a besoin de travail. Les gens veulent de la connexion sans complexité. Jason est devenu plus qu'un collaborateur. C'était le premier vrai ami que je me suis fait depuis que j'ai quitté la maison. Contrairement à ma famille, il voyait de la valeur dans mes idées et me poussait à les affiner plutôt qu'à les abandonner. Nous nous complétions parfaitement, mon expertise en back-end avec sa brillance en front-end. Nous avons appelé notre application Bridgework parce qu'elle comblait le fossé entre les freelances de la tech et les entreprises ayant besoin de talents à court terme. Le concept n'était pas révolutionnaire, mais notre approche était différente. Nous nous sommes concentrés sur des micro-projets à rotation rapide qui pouvaient être achevés en quelques heures ou jours, pas en semaines ou en mois. Convaincre les investisseurs s'est avéré plus difficile que prévu. L'économie des petits boulots est saturée, disait-il, ou les plateformes de freelance sont une course vers le bas. Nous avons entendu « non » 37 fois avant de recevoir notre premier « peut-être ». Pendant ce temps, je m'épuisais au travail. Mon travail de jour couvrait le loyer et les dépenses de base, mais laissait peu pour les coûts de développement. J'ai pris des quarts de travail le week-end dans un magasin d'électronique local, ironiquement similaire à l'endroit où j'avais rencontré Raymond, juste pour me permettre l'espace serveur et les licences logicielles dont nous avions besoin. Jason était tout aussi engagé, dormant sur mon canapé pendant 3 mois lorsque son bail a expiré et que les appartements dans notre gamme de prix étaient rares. Nous vivions de ramen et de détermination, codant souvent jusqu'à l'aube avant de nous rendre à nos emplois respectifs. Notre première vraie percée est survenue 9 mois plus tard, lorsque Bridgework a remporté un concours régional de start-up avec un prix de $5000. Ce n'était pas suffisant pour quitter nos emplois, mais cela a validé notre concept et a ouvert des portes à des opportunités de réseautage dont nous avions désespérément besoin. Un incubateur technologique nous a offert un espace de travail à prix réduit et un mentorat en échange d'une petite participation au capital. Nous avons accepté immédiatement, reconnaissant de la légitimité que l'association nous apportait. Avec une véritable adresse de bureau et des cartes de visite, nous ressemblions enfin à une entreprise respectable, même si notre compte en banque suggérait le contraire. Tout au long de cette période de croissance, l'exclusion de ma famille a continué à jeter une ombre sur mes réalisations. Chaque étape semblait incomplète sans quelqu'un avec qui la partager. Jason célébrait chaque victoire avec enthousiasme, mais ce n'était pas la même chose que d'avoir une famille qui vous a connu toute votre vie exprimer sa fierté de votre parcours. Un soir, alors que je procrastinais sur un morceau de code particulièrement difficile, j'ai commis l'erreur de consulter la page Facebook de Megan. Là, affiché en bonne place, se trouvait un album photo intitulé « Week-end au chalet familial au bord du lac ». Les eurodatages montraient que cela s'était produit quelques jours plus tôt. J'ai fait défiler des images de mes parents, l'air plus âgés mais toujours reconnaissables, jouant avec 2 petits-enfants. Les enfants de Megan, ma nièce et mon neveu que je n'avais jamais rencontrés. Il y avait des cousins, des tantes, des oncles, tous réunis autour d'un feu de camp. Tout le monde avait l'air heureux, complet. Personne ne semblait me manquer. Les photos ont déclenché une dépression qui a duré des semaines. Je me suis renfermé, même de Jason, travaillant mécaniquement mais sans passion. Finalement, il m'a confronté. « Tu es un zombie depuis presque un mois », a-t-il dit en me barrant le chemin de la porte un soir. Que se passe-t-il? Je n'avais pas beaucoup parlé de ma situation familiale à Jason. Il était plus facile de dire que nous n'étions pas proches que d'expliquer que j'étais systématiquement effacé. Mais ce soir-là, épuisé et émotionnellement à vif, je lui ai tout raconté. Les affronts de l'enfance, la compétition avec Megan, le rejet final, l'exclusion continue des événements familiaux. Au lieu d'offrir des platitudes sur le temps qui guérit toutes les blessures, Jason a écouté. Quand j'ai eu fini, il n'a pas dit que ma famille reviendrait ou que je devrais essayer de me réconcilier. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Ils t'ont montré qui ils sont et ce qu'ils valorisent, a-t-il dit simplement. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu valorises et qui tu veux être. Les mots de Jason m'ont incité à commencer une thérapie, ce que j'avais résisté pendant des années. Le docteur Mitchell était spécialisé dans les traumatismes familiaux, et nos séances hebdomadaires sont devenues des points d'ancrage dans mon emploi du temps autrement chaotique. Elle m'a aidé à voir que mes tendances de bourreau de travail n'étaient pas seulement une question de construction d'une entreprise prospère.
C'étaient des tentatives de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé de ne pas l'avoir. Le succès ne guérira pas ces blessures, m'a-t-elle dit. Seule la reconnaissance de celle-ci et la construction de liens sains le feront. Peu à peu, j'ai commencé à construire ce que les thérapeutes appellent une famille choisie, des relations basées sur le respect mutuel et l'attention sincère plutôt que sur l'obligation biologique. Jason en était la pierre angulaire. Mais bientôt, notre cercle s'est élargi pour inclure d'autres fondateurs de start-up, des mentors de l'incubateur, et finalement un petit groupe d'amis qui se réunissaient pour des dîners mensuels où il était interdit de parler de travail. Alors que ma vie personnelle se stabilisait, Bridgework a pris de l'ampleur. Un blog technologique nous a présenté dans un article sur les plateformes de freelance innovantes, faisant grimper notre nombre d'utilisateurs de 30% du jour au lendemain. Nous avons obtenu notre premier investissement significatif, assez pour embaucher 3 employés et enfin nous verser des salaires modestes. Le jour où nous avons pu quitter nos emplois de jour a été comme une remise de diplôme, l'indépendance et la justification réunies en une seule. Nous avons célébré en passant de notre espace d'incubateur à un véritable bureau. Rien d'extraordinaire, mais entièrement à nous. Le panneau sur la porte indiquant « Bridgework Technology » était peut-être la plus belle chose que j'ai jamais vue. La même semaine, j'ai appris via les réseaux sociaux d'un cousin que mon père avait pris sa retraite de la construction avec une fête à laquelle toute la famille élargie avait assisté. L'exclusion ne m'a plus surpris, mais elle faisait encore mal, une douleur sourde plutôt que la douleur aiguë qu'elle avait été autrefois. Le contraste entre mon succès professionnel croissant et le rejet familial continue à créer une dissonance cognitive que j'ai eu du mal à concilier. Comment pouvais-je être digne d'un investissement en capital risque, de la confiance des employés et de la reconnaissance de l'industrie, mais toujours pas digne d'une place à la table de ma famille? Le docteur Mitchell a suggéré un changement de perspective. Leur rejet n'est pas la preuve de votre manque de valeur. C'est la preuve de leur capacité limitée à valoriser ce qui est différent de leurs attentes. Ce recadrage a aidé, mais le vide persistait pendant les vacances et les étapes importantes de la vie. Quand Bridgework a atteint son premier million d'utilisateurs, il n'y avait personne de mon passé à appeler qui comprendrait ce que ce voyage m'avait coûté. Pourtant, le succès a continué à s'appuyer sur le succès. Notre base d'utilisateurs a augmenté de façon exponentielle à mesure que le bouche à oreille se propageait. Nous nous sommes étendus sur les marchés internationaux, nécessitant des équipes travaillant sur différents fuseaux horaires. Soudain, l'entreprise qui avait commencé dans un café employait 50 personnes, puissant. Lorsqu'un grand conglomérat technologique a exprimé son intérêt pour notre acquisition, Jason et moi avons passé des nuits blanches à débattre de nos options. Finalement, nous avons décliné l'offre, mais nous avons accepté leur investissement à une valorisation qui nous a rendus millionnaires sur le papier. L'injection de liquidité nous a permis de nous développer plus rapidement que nous ne l'avions jamais imaginé. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un œil sur ma famille de loin, un fantôme numérique observant leur vie à travers le filtre des réseaux sociaux. Meghan a eu un 3e enfant. Mes parents ont célébré leur 35e anniversaire de mariage avec une croisière. Les réunions de famille se sont poursuivies chaque été au chalet au bord du lac, documentées méticuleusement en ligne comme pour diffuser leur complétude sans moi. Je n'ai jamais commenté ni aimé ces publications. J'ai juste regardé, de plus en plus détaché, comme si j'observais des personnages dans un film plutôt que des gens qui partageaient mon sang. Ma thérapeute a appelé cela un progrès, mais parfois, cela ressemblait à un abandon. À mon 30e anniversaire, Bridgework était passé d'une start-up dépenaillée à une force technologique légitime. Nous étions passés à plus de 500 employés sur 3 continents. Notre plateforme facilitait des millions de transactions mensuelles entre des freelances et des clients. Les publications de l'industrie qui ignoraient autrefois nos emails demandaient maintenant des interviews exclusives. L'introduction en bourse était l'idée de Jason. J'étais hésitant, devenir public signifiait un examen minutieux, des actionnaires, des attentes trimestrielles, mais l'afflux potentiel de capitaux nous permettrait de nous étendre sur de nouveaux marchés et de développer des fonctionnalités dont nous rêvions depuis nos jours d'esquisse sur des serviettes en papier. Après des mois de préparation, de réunions sans fin avec les souscripteurs et plus de documents juridiques que je n'en avais vu de ma vie, Bridgework Technology a fait ses débuts en bourse. Le jour de la cloche d'ouverture reste surréaliste dans ma mémoire. Regardez le symbole de notre entreprise apparaître sur le grand tableau, les toasts au champagne avec nos premiers investisseurs et le moment où mon téléphone m'a alerté que ma valeur nette avait franchi la barre des 9 chiffres. J'étais devenu riche au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer en quittant la maison avec juste un ordinateur portable et un sac de sport. La sécurité financière m'a permis d'acheter la maison que j'avais toujours voulu. Pas seulement une maison,
mais une déclaration. J'ai choisi un manoir moderne dans le quartier le plus exclusif de la ville, un monument de verre et d'acier à la hauteur du chemin que j'avais parcouru. 6 chambres, 8 salles de bain, une piscine à débordement avec vue sur la ligne d'horizon, un home cinéma et, plus important encore, un bureau à domicile ultramoderne conçu pour ressembler à l'appartement exigu où Bridgework est né. Un rappel de ne jamais oublier la faim qui m'avait animé. La maison semblait vide au début. 5000 pieds carrés, c'est beaucoup d'espace pour une personne. Je l'ai rempli de meubles soigneusement sélectionnés, d'œuvres d'art de créateurs émergents et de technologies qui automatisaient tout, du contrôle climatique à la préparation du café. Mais les chambres déco sont des chambres déco, peu importe à quel point elles sont meublées avec luxe. Mon succès a attiré l'attention des médias. Les magazines d'affaires ont publié des profils me qualifiant de prodige de la technologie et de millionnaire autodidacte. Un article particulièrement flatteur incluait une photo d'enfance que j'avais fournie sans en considérer les conséquences, elle provenait de vacances en famille, bien que j'ai recadré mes parents et ma sœur. Cet article a conduit à une demande de connexion LinkedIn inattendue de Meghan. Elle ne m'a pas envoyé de message, s'est simplement connectée silencieusement, observant mes mises à jour professionnelles depuis la périphérie de ma vie numérique. J'ai accepté mais je n'ai pas pris contact. Que dirais-je après une décennie de séparation ? Félicitations pour les enfants que je n'ai jamais rencontrés, ou, comment se passent les réunions de famille auxquelles je ne suis jamais invité ? Malgré l'épanouissement professionnel, ma vie personnelle est restée un travail en cours. Les rencontres se sont avérées difficiles. Mes problèmes de confiance créaient des murs que peu pouvaient franchir, et mes tendances de bourreau de travail n'avaient pas entièrement disparu malgré le fait de ne plus être financièrement nécessaire. Je sortais occasionnellement, mais j'évitais les liens plus profonds, trouvant toujours des raisons pour lesquelles les relations ne fonctionneraient pas à long terme. Ce schéma s'est brisé lorsque j'ai rencontré Amanda lors d'une refonte de notre application mobile. Elle avait été engagée comme graphiste contre les liens plus profonds, trouvant toujours des raisons pour lesquelles les relations ne fonctionneraient pas à long terme. Ce schéma s'est brisé lorsque j'ai rencontré Amanda lors d'une refonte de notre application mobile. Elle avait été engagée comme graphiste contractuel, initialement pour un projet de 2 semaines qui s'était tiré sur des mois tant ses contributions se sont avérées précieuses. Contrairement aux autres personnes avec qui je suis sorti, Amanda ne semblait ni impressionnée par mon succès ni intimidée par mon intensité. Lors d'une session de conception tardive, elle m'a reproché de micro-gérer son travail. « Vous m'avez embauché pour mon expertise », a-t-elle dit calmement. « Alors, soit vous y faites confiance, soit vous trouvez quelqu'un d'autre. » Sa franchise était rafraîchissante. Nous avons commencé à prendre un café en dehors du travail, puis des dîners, puis des week-ends ensemble. 6 mois plus tard, elle a quitté son appartement pour emménager dans mon manoir, remplissant l'espace de rire et de chaleur qu'il n'avait jamais connu. Amanda venait d'une famille très unie, et leur acceptation facile de moi a mis en évidence tout ce que la mienne m'avait refusé. La première fois que sa mère m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était heureuse que sa fille ait trouvé quelqu'un qui appréciait son esprit, j'ai dû m'excuser pour reprendre mes esprits dans la salle de bain. C'est Amanda qui a doucement suggéré que je pourrais trouver la guérison et la reconnexion avec ma famille. Pas pour eux, a-t-elle précisé, mais pour toi. La clôture ne signifie pas toujours la réconciliation. J'ai résisté à l'idée pendant des mois, mais elle a planté une graine. Par curiosité ou masochisme, peut-être les deux, j'ai fait des recherches sur mes parents en ligne. Papa avait pris sa retraite de la construction comme prévu. Maman apparaissait occasionnellement dans des photos de journaux communautaires pour ses activités de club de jardinage. Ils vivaient toujours dans la même maison, bien que les registres de propriété aient montré qu'une deuxième hypothèque avait été contractée 3 ans plus tôt. Plus surprenant a été la découverte que Meghan avait obtenu un diplôme en commerce et travaillait maintenant comme gestionnaire de compte dans une agence de marketing régionale. Ses réseaux sociaux montraient des photos de familles heureuses, mais aussi des indices de tension financière, des références à des vacances à petit budget et à des petits boulots de vente d'artisanat personnalisés en ligne. Sur un coup de tête, j'ai créé anonymement des fonds d'études pour ses 3 enfants. La société financière informerait simplement qu'un parent éloigné avait créé des fiducies pour leur éducation. Je n'attendais ni gratitude ni contact. C'était quelque chose que je faisais pour ces enfants innocents qui n'avaient pas choisi la fierté obstinée de leur grand-père ou la complicité de leur mère dans mon exclusion. Dans un autre geste que je ne pouvais pas entièrement expliquer, j'ai acheté une propriété dans mon ancien quartier, pas la maison de mon enfance, mais une maison similaire dans la même rue. Au lieu de la réclamer pour moi-même, je l'ai donnée à une organisation à but non lucratif qui offrait une éducation technologique aux jeunes défavorisés.
Le Porter Sullivan Technology Center a ouvert ses portes avec un équipement de pointe et des programmes de bourse d'études pour les étudiants prometteurs qui manquaient de soutien familial. Ces actions ont apporté une certaine satisfaction, mais semblaient incomplètes. Amanda les a appelées des « cadeaux non reconnus », des offrandes à une famille qui ne pouvait ou ne voulait pas les reconnaître. Elle avait raison, mais je n'étais pas prêt pour un contact direct. La peur du rejet restait trop puissante, même amortie par la richesse et le succès. À l'approche de mon 35e anniversaire, Amanda a suggéré une célébration chez nous. Pas une fête somptueuse avec des centaines d'associés, mais un rassemblement intime de notre famille choisie. Jason et sa femme, ma thérapeute, le docteur Mitchell et son mari, des collègues devenus des amis, des voisins dont nous nous étions rapprochés, des gens qui connaissaient à la fois mon succès et mes luttes, et qui m'appréciaient pour les deux. La fête était tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. De la bonne nourriture, des conversations significatives, pas de prétention ni d'agenda de réseautage. Alors que la soirée se transformait en nuit, Amanda m'a pris à part sur le balcon surplombant les lumières de la ville. J'attendais le bon moment, a-t-elle dit en prenant mes mains dans les siennes. Et te regarder aujourd'hui, entouré de gens qui te voient vraiment, me semble juste. Elle s'est mise à genoux et a ouvert une petite boîte contenant une alliance en platine. Porter Sullivan, veux-tu m'épouser? L'inversion des rôles m'a fait rire à travers des larmes soudaines. Bien sûr, elle me demanderait en mariage. Amanda n'avait jamais été du genre à attendre que quelqu'un d'autre prenne les devants. J'ai dit oui, l'attirant immédiatement dans une étreinte alors que nos amis applaudissaient depuis l'embrasure de la porte où ils regardaient pas si secrètement. Les fiançailles ont rendu tout le reste de ma vie plus vif, plus déterminé. Nous avons commencé à planifier un mariage au printemps, débattant des lieux et des listes d'invités. La question de ma famille flottait tacitement entre nous. Les inviterais-je après tout ce temps? Pourrais-je supporter leur rejet s'ils refusaient? Ou pire, leur présence s'ils n'acceptaient que pour mon succès? Je me débattais encore avec ces questions lorsque le destin est intervenu de la manière la plus inattendue. Ma fête de 35e anniversaire battait son plein. Amanda avait transformé notre maison en une célébration des étapes importantes. Des photos du parcours de Bridgework, des souvenirs de nos voyages ensemble, même une reconstitution de la table du café où Jason et moi avions esquissé pour la première fois notre plan d'affaires sur des serviettes en papier. Nos amis les plus proches se mêlaient dans la grande salle, des cocktails à la main, tandis qu'un quatuor de jazz jouait dans un coin. Amanda s'était surpassée dans la planification, s'assurant que chaque détail reflétait notre parcours commun. Elle était de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec le docteur Mitchell, me jetant occasionnellement un coup d'œil avec un sourire qui me faisait encore battre le cœur après près de 2 ans ensemble. Jason a levé son verre pour porter un toast. À Porter, l'ami le plus têtu, brillant et loyal que j'ai jamais eu. Ton anniversaire est vraiment une célébration pour nous tous, car sans toi, aucun de nous ne serait là où il est aujourd'hui. Les verres se sont entrechoqués, des acclamations ont éclaté, et j'ai ressenti une vague de gratitude pour ces personnes qui avaient choisi de faire partie de ma vie. Alors que la fête continuait, je suis sorti sur le balcon un instant, seul avec le ciel nocturne et mes pensées. De ce point de vue, je pouvais voir toute la ligne d'horizon de la ville, un panorama qui me semblait parfois encore surréaliste. Ma contemplation a été interrompue par une toux discrète de Marcus, notre majordome. « Monsieur, il y a un problème à la grille. » Marcus m'a tendu sa tablette affichant le flux de sécurité. J'ai failli la laisser tomber quand j'ai reconnu les 2 silhouettes qui se tenaient à mon entrée, mes parents. Mon père, Kenneth, avait l'air plus petit que dans mon souvenir, sa silhouette autrefois imposante légèrement voûtée. Les cheveux de ma mère, Diane, étaient devenus complètement gris. Ils étaient habillés de manière formelle, comme pour un service religieux. Comment ont-ils trouvé cette adresse, ai-je demandé, bien que la question soit largement rhétorique. L'achat de ma maison avait été présenté dans des magazines d'architecture, et mon succès m'avait rendu facile à localiser pour quiconque essayait vraiment. Ils ont dit qu'ils étaient vos parents, monsieur. Ils demandent à entrer pour vous surprendre pour votre anniversaire. Le ton neutre de Marcus ne pouvait dissimuler sa connaissance de ma situation familiale. Il était avec nous depuis assez longtemps pour savoir que je ne recevais jamais d'appel ou de visite personnelle de la part de ma famille. Amanda est apparue à mon coude, ayant remarqué mon absence prolongée. En voyant le flux de sécurité, elle a doucement serré mon bras. « Que veux-tu faire » a-t-elle demandé. Une décennie d'émotions m'a traversé. Colère, curiosité, justification, anxiété. Je vais m'en occuper,
ai-je finalement dit. Garde tout le monde à l'intérieur en train de s'amuser. Amanda a hésité. Tu es sûr de ne pas vouloir que je sois avec toi? Je dois le faire seul, ai-je répondu en lui embrassant la joue. Mais merci. En traversant la maison vers l'entrée principale, les souvenirs ont afflué, les matins de Noël sans invitation, les réunions de famille découvertes sur les réseaux sociaux, le mariage de ma sœur auquel je n'étais pas le bienvenu. Chaque exclusion m'avait profondément blessé à l'époque. Maintenant, elles alimentaient une résolution calme. J'ai demandé à Marcus de les laisser franchir la grille, mais pas plus loin que la porte d'entrée. Puis je me suis tenu dans mon entrée, regardant à travers le moniteur de sécurité leur modeste berline naviguer dans mon allée incurvée. Ils ont fait une pause avant de sortir de la voiture, apparemment intimidés par l'échelle de la maison. Mon père a ajusté sa cravate. Ma mère a vérifié ses cheveux dans le rétroviseur. La sonnette a retenti avec un son qui semblait soudain trop joyeux pour le moment. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules et j'ai ouvert la porte. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés. 10 ans nous avaient tous changé. Les cheveux de mon père avaient encore reculé, et de profondes rides encadraient sa bouche. Ma mère avait l'air plus fragile que dans mon souvenir, ses mouvements autrefois rapides maintenant délibérés et prudents. Je me suis demandé comment je leur apparaissais, réussi, certainement, mais j'espère aussi plus fort, plus confiant que le fils qu'ils avaient rejeté. Porter, a finalement respiré ma mère en s'avançant comme pour m'embrasser. J'ai subtilement changé de position, maintenant la distance. Elle a enregistré le rejet et a légèrement reculé. « Quelle maison tu as ici ?» a dit mon père, ses yeux passant devant moi pour admirer les sols en marbre, les plafonds hauts et les œuvres d'art visibles depuis l'entrée. Nous l'avons vu dans ce magazine. Je n'arrivais pas à croire que notre garçon avait si bien réussi. Notre garçon ? La possessivité désinvolte après une décennie de silence a fait s'installer quelque chose de froid dans mon estomac. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne le sentais. « C'est ton anniversaire », a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. Nous avons pensé qu'il était temps de renouer. La famille, c'est la famille, après tout. Vraiment, ai-je répondu. Je n'ai pas fait partie de la famille depuis 10 ans. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas d'invitation aux réunions, pas même un message quand mon entreprise est entrée en bourse. Mon père s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Nous voulions te contacter. C'est juste que ça n'a jamais semblé être le bon moment. Tu étais occupé à construire ta carrière et nous ne voulions pas interférer. L'audace de cette révision de l'histoire m'aurait fait rire si elle n'avait pas été si douloureuse. C'est votre explication pour une décennie de silence ? Vous étiez attentionné à mon emploi du temps. La maison est encore plus impressionnante de près, est intervenue ma mère, essayant clairement de changer de sujet. Tu as dû très bien réussir avec ton entreprise d'informatique. Elle a buté sur le mot « entreprise », comme si même maintenant, elle ne pouvait pas tout à fait légitimer ce que j'avais construit. Je me suis légèrement écarté, leur permettant une meilleure vue de l'entrée, du lustre qui coûtait plus cher que leur maison, de l'escalier sur mesure qui avait été présenté dans des magazines d'architecture, de l'aperçu de la fête qui se poursuivait dans la grande salle au-delà. Oui, ai-je simplement dit, j'ai très bien réussi avec mon entreprise d'informatique. Celle que vous avez refusé d'aider à démarrer. Celle que papa a appelée une perte de temps. L'expression de mon père s'est durcie. Maintenant, il n'y a pas besoin de remuer le passé. Nous sommes ici pour célébrer ton succès, pas pour ressasser de vieilles disputes. De vieilles disputes, ai-je répété, sentant le calme que j'avais maintenu commencer à se fissurer. C'est comme ça que vous appelez le fait de m'exclure de chaque événement familial pendant une décennie? De ne pas m'inviter au mariage de Meghan? D'organiser des réunions de famille sans jamais contacter votre fils? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes que je ne pouvais pas dire si elles étaient sincères ou stratégiques. Nous t'avons toujours aimé, Porter. Nous ne comprenions tout simplement pas tes choix. Non, les jeux corrigés. Vous n'avez pas respecté mes choix. Il y a une différence. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Du fond de la maison, des rires et de la musique me rappelaient que ma vraie célébration avec des gens qui se souciaient vraiment de moi se poursuivait sans interruption. Alors, a finalement dit mon père, sont-on changeant pour quelque chose que je reconnaissais de mon enfance. La voix qu'il utilisait pour approcher les voisins pour des faveurs. Nous espérions pouvoir te parler de quelque chose d'important. D'homme à homme. Et voilà, le véritable but de leur visite inattendue.
Pas la réconciliation, pas un intérêt sincère pour ma vie, mais quelque chose dont ils avaient besoin. Que voulez-vous, ai-je demandé directement. Mon père a semblé surpris par ma franchise, mais s'est rapidement repris. Eh bien, comme tu le sais peut-être, j'ai pris ma retraite maintenant. Le secteur de la construction n'est plus ce qu'il était. Les pensions ne s'étirent pas aussi loin de nos jours. Vous êtes ici pour de l'argent, ai-je déclaré. Pas une question, mais une confirmation. Nous sommes ici parce que nous sommes ta famille, est intervenue ma mère. Et oui, nous pourrions avoir besoin d'aide pour la retraite. J'ai toujours cru en toi, Porter. Je savais que tu ferais quelque chose de toi avec ces ordinateurs. L'histoire révisionniste était stupéfiante. Je l'ai regardée, me demandant si elle s'était convaincue que c'était vrai, ou si elle pensait simplement que j'avais oublié la réalité de mon enfance. Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce que je me souviens que tu me disais que je devais être plus comme Megan. Je me souviens que tu restais silencieuse pendant que papa rejetait mes rêves. Je me souviens que tu as choisi son récital de danse plutôt que ma cérémonie de remise de prix. Mon père a commencé à parler mais a été interrompu par la sonnerie de mon téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Megan. La coïncidence était trop parfaite pour être un hasard. Excusez-moi, ai-je dit en répondant à l'appel et en le mettant sur haut-parleur. Megan ? Porter, Dieu merci, tu as décroché. La voix de ma sœur semblait différente, plus profonde, plus mature que dans mon souvenir. Maman et papa sont là. Ils viennent d'arriver, ai-je confirmé. Une sacrée surprise. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit immédiatement. J'ai trouvé papa en train de chercher l'itinéraire pour ta maison sur l'ordinateur de maman. Quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils ont avoué qu'ils allaient te rendre visite pour ton anniversaire. Mes parents ont échangé des regards alarmés. Megan, que se passe-t-il, ai-je demandé. Un lourd soupir est venu du haut-parleur. Ils ont des difficultés financières depuis des années. L'épargne retraite de papa a été durement touchée par le krach boursier et ils ont contracté une deuxième hypothèque pour payer des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils demandent des prêts à des membres de la famille depuis des mois. Quand ils ont vu cet article de magazine sur ta maison. Tu n'avais aucun droit d'interférer. A sèchement répondu mon père au téléphone. C'est entre Porter et nous. Non, papa, a répondu fermement Megan. Vous essayez de l'exploiter après l'avoir traité terriblement pendant des années. C'est mal et je ne serai plus complice. La révélation flottait dans l'air entre nous. Ma sœur, l'enfant prodige qui avait bénéficié de mon exclusion, essayait maintenant de me protéger de la manipulation de mes parents. Porter, a poursuivi Megan, je te dois aussi des excuses. J'ai laissé cette dynamique toxique se poursuivre parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. J'ai voulu te contacter pendant des années, mais je ne savais pas comment faire après tout ce temps. Le visage de mon père était devenu rouge vif. Alors c'est comme ça que vous nous remerciez pour tout ce que nous avons sacrifié pour vous, les enfants. Votre frère devient riche et n'aide pas sa famille, et vous nous trahissez en le prévenant. C'est exactement le problème, ai-je dit, trouvant de la clarté dans le chaos du moment. Vous voyez mon succès comme quelque chose que vous avez le droit de partager sans avoir soutenu le parcours. Vous voyez la loyauté de Megan envers la vérité comme une trahison plutôt que comme de l'intégrité. Ma mère a commencé à pleurer pour de bon maintenant. Nous t'avons toujours aimé, Porter. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, les jeux corrigeaient doucement. Vous vouliez ce qui était le plus confortable pour vous. Il y a aussi une différence là. J'ai reporté mon attention sur le téléphone. Megan, merci d'avoir appelé. Nous devrions parler davantage, mais une autre fois. J'aimerais beaucoup, a-t-elle répondu, l'air soulagé. Joyeux anniversaire, Porter. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai fait face à mes parents avec un nouveau sentiment de paix. La confrontation que j'avais crainte pendant des années se produisait, et je tenais bon sans m'effondrer. Je vais être très clair, ai-je dit. Je suis prêt à avoir une relation avec vous deux, mais ce sera à de nouvelles conditions. Cela nécessitera de l'honnêteté, y compris la reconnaissance du passé. Cela nécessitera le respect de mes choix de vie et de ma partenaire. Et cela nécessitera absolument des limites. Et l'aide financière, a demandé mon père sans détour. Nous sommes toujours tes parents, malgré les malentendus du passé. Cela dépend entièrement de la sincérité de votre intérêt pour la réconciliation,
ai-je répondu. Je ne serai pas un distributeur automatique de billets pour des gens qui n'ont pas pris la peine de m'appeler pour mon anniversaire pendant une décennie. Mais j'aiderai des membres de ma famille qui veulent vraiment faire partie de ma vie, de toute ma vie, pas seulement de mon portefeuille. La couleur a quitté leur visage alors qu'ils réalisaient que la transaction qu'ils avaient envisagée ne serait pas si simple. L'expression de mon père s'est durcie en quelque chose de familier, le regard de fierté blessé qui avait caractérisé tant de nos interactions. Alors, tu vas nous faire la leçon avec ton succès, a-t-il contesté. Nous faire mendier ce qui devrait être librement donné à la famille. Non, ai-je dit calmement. J'établis que les relations exigent de la réciprocité, quelque chose que vous ne m'avez jamais appris, mais que j'ai appris quand même. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Porter, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Oui, vous l'êtes, ai-je reconnu. Et je suis prêt à explorer ce que cela signifie maintenant en tant qu'adulte, mais pas ce soir. Ce soir, c'est ma fête d'anniversaire avec des gens qui ont été là pour moi pendant les années où vous avez choisi de ne pas l'être. J'ai fait un geste vers l'allée où leur voiture attendait. Marcus vous raccompagnera. Si vous souhaitez avoir une vraie conversation sur la construction d'une relation, appelez et prenez un vrai rendez-vous. Je prendrai le temps pour ça. Mon père a eu l'air de vouloir argumenter davantage, mais ma mère a tiré sur son bras, reconnaissant enfin la futilité de faire pression sur leur avantage alors qu'il n'en avait aucun. Nous appellerons, a-t-elle dit doucement, bien que l'on ne sache pas si c'était une promesse ou un apaisement. Je les ai regardés retourner à leur voiture, les épaules affaissées par la défaite. Ils avaient l'air plus petits, diminués d'une certaine manière, non pas par mon rejet, mais par l'exposition de leur propre motivation. Marcus a fermé la grille derrière eux et je suis resté dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent sur la route. Je suis resté immobile dans l'entrée longtemps après que la voiture de mes parents ait disparu de la vue. La confrontation m'avait laissé un sentiment de vide, mais aussi de légèreté, comme si un poids que j'avais porté si longtemps avait enfin été déposé. Amanda m'a trouvé là, son expression un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Ça va ?» a-t-elle demandé en passant son bras dans le mien. « Je crois que oui », ai-je répondu en me surprenant de cette réalisation. Ils sont venus pour de l'argent, pas pour la réconciliation. Amanda a hoché la tête. Je m'en doutais. Megan a appelé. Elle m'a prévenu. Apparemment, elle a développé une conscience au cours de la dernière décennie. En me ramenant vers la fête, Amanda a gardé la voix basse. Tu veux qu'on abrège? Je peux trouver des excuses aux invités. J'ai réfléchi à l'offre, tenté par la perspective d'une réflexion tranquille, mais j'ai finalement secoué la tête. Non, j'ai passé assez de ma vie à les laisser perturber mon bonheur. C'est ma fête avec la famille que j'ai choisie. En rentrant dans la grande salle, j'ai été immédiatement enveloppé par la chaleur de la présence de mes amis. Si quelqu'un a remarqué ma brève absence ou mon air distrait, il a eu la grâce de ne pas le mentionner. Jason, cependant, me connaissait trop bien pour être dupe. Il m'a acculé près du bar pendant qu'Amanda était occupée avec d'autres invités. La sécurité m'a appelé quand tes parents sont arrivés, a-t-il admis en nous versant un whisky à tous les deux. J'ai pensé que tu ne voudrais pas d'intervention, mais j'étais prêt si nécessaire. J'ai souri à sa protection. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être eu besoin de renfort. Ce soir, je m'en suis chargé. Et, a-t-il demandé. Et il voulait une aide financière sans reconnaître aucun méfait, ai-je résumé. Le manuel du narcissique classique. L'expression de Jason s'est assombrie. Après tout ce qu'ils t'ont fait subir. La partie surprenante, c'est que Megan a appelé pour me prévenir, ai-je interrompu. Elle s'est excusée pour son rôle dans la dynamique familiale. Les gens peuvent grandir, a concédé Jason. Bien que je croirai à sa sincérité quand je verrai une action cohérente. Nous avons été interrompus par la sonnerie de mon téléphone. Megan à nouveau. M'excusant, je suis allé dans mon bureau pour prendre l'appel. 2 fois en une nuit, ai-je répondu. C'est plus de communication que nous n'en avons eu en une décennie. Ils sont furieux, a dit Megan sans préambule. Sa voix était tendue par le stress. Papa me traite de traître. Maman pleure sur des enfants ingrats. C'est comme s'ils avaient complètement réécrit l'histoire dans leur esprit. C'est leur spécialité, ai-je répondu. Ça va? Un rire amer est venu de la ligne. Ne devrais-je pas te demander ça? C'est toi qu'ils ont pris en embuscade le jour de ton anniversaire.
J'ai eu des années de thérapie pour me préparer à ce moment, ai-je dit, à moitié en plaisantant. Tu as été dans la cocotte minute tout ce temps. La ligne est restée silencieuse un moment. Avant que Meghan ne reprenne la parole, sa voix plus petite. J'aurais dû te contacter il y a des années. Après le mariage de Meghan, après la première réunion de famille à laquelle tu n'as pas été invité. Je savais que c'était mal, mais c'était plus facile de les suivre. Pourquoi as-tu appelé pour me prévenir ce soir, ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir ce qui avait finalement motivé son intervention. Les voir comploter pour t'exploiter a été mon point de rupture, a-t-elle admis. Mais aussi, mon aîné a commencé à poser des questions sur son oncle. L'oncle qu'il n'a jamais rencontré, mais dont l'entreprise fabrique les applications que ses amis utilisent. Cela m'a fait réaliser à quel point j'ai laissé leur toxicité façonner la vie de mes enfants aussi. La mention de mes nièces et neveux a suscité quelque chose d'inattendu. Un désir de lien que je ne m'étais pas autorisé à vouloir. Quel âge ont-ils maintenant ? 8, 6 et 4 ans, a répondu Meghan. Ce sont des enfants extraordinaires, porteurs. Intelligents, curieux. L'aîné est obsédé par les ordinateurs. En fait, il tient de son oncle. Un neveu qui partageait mes intérêts. L'ironie ne m'a pas échappé. J'aimerais les rencontrer un jour. J'aimerais beaucoup ça aussi, a-t-elle dit. Et je pouvais entendre l'espoir sincère dans sa voix. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer quelque part de neutre, juste nous deux, sans les parents. Commencer petit et voir où ça mène. Le rameau d'olivier a été tendu sans attente, contrairement à l'approche conditionnelle de mes parents. Je serais ouvert à ça, ai-je convenu avec prudence. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a poursuivi Meghan. Quelqu'un a anonymement créé des fonds d'études pour mes enfants l'année dernière. Le moment coïncidait avec l'introduction en bourse de ton entreprise. Je suis resté silencieux, ne confirmant ni ne niant. Si c'était toi, a-t-elle dit doucement, merci non seulement pour l'argent, mais aussi pour avoir pensé à eux-mêmes quand tu avais toutes les raisons de rayer toute notre famille de ta vie. Ils sont innocents dans tout ça, ai-je répondu, reconnaissant implicitement le cadeau. Aucun enfant ne devrait voir son potentiel limité par les circonstances ou la dynamique familiale. Nous avons convenu de nous rencontrer le mois suivant dans un lieu neutre, un restaurant familial à mi-chemin entre nos maisons. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai rejoint ma fête d'anniversaire avec des émotions mitigées. La confrontation avec mes parents s'était déroulée en grande partie comme prévu, mais le changement de cœur apparent de Meghan était quelque chose auquel je ne m'étais pas préparé. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, se terminant avec des amis proches s'attardant autour de digestifs dans la bibliothèque, les conversations s'écoulant facilement entre des sujets personnels et professionnels. Ces personnes, ma famille choisie, avaient été là pendant mes moments les plus sombres et mes plus grands triomphes. Leur présence était un témoignage de liens construits sur le respect mutuel plutôt que sur des liens de sang obligatoires. Après le départ des derniers invités, et que nous nous soyons préparés pour le lit, Amanda a posé la question que j'attendais. Penses-tu que tes parents vont vraiment appeler pour prendre ce rendez-vous ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Non, leur fierté ne leur permettra pas d'approcher à des conditions qu'ils ne contrôlent pas. Mais Meghan pourrait être différente. Il y a un potentiel de guérison là. Je pense. Amanda a hoché la tête pensivement. La réconciliation ne consiste pas toujours à ramener tout le monde dans votre vie. Parfois, il s'agit de faire la paix avec la réalité de qui sont les gens et de choisir en conséquence. La sagesse de son observation m'a profondément frappé. Pendant des années, j'avais considéré ma situation familiale comme binaire, soit une rupture complète, soit une réconciliation totale. La confrontation avait révélé une troisième voie, des relations sélectives et limitées basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Le lendemain matin a apporté la confirmation de ma prédiction. Au lieu d'appeler pour organiser une conversation en bonne et due forme, mon père a envoyé un SMS qui réussissait à être à la fois culpabilisant et dédaigneux. Désolé si notre surprise t'a contrarié. J'essayais juste de renouer avec notre fils. Je suppose que le succès change les gens. J'ai montré le message à Amanda sans commentaire. Elle l'a lu et m'a rendu le téléphone avec un sourire triste. Certaines personnes préfèrent avoir raison plutôt qu'être heureuses. Je n'ai pas répondu au SMS. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la connexion potentielle avec Meghan et ses enfants. 2 jours plus tard, elle a envoyé des photos de mes nièces et neveux ainsi que de brèves descriptions de leur personnalité et de leurs intérêts. J'ai répondu avec de véritables questions sur leur vie,
commençant un pont timide à travers le gouffre des années perdues. Notre rencontre prévue approchait avec un mélange d'anticipation et d'anxiété. Je me suis retrouvé à me demander à quel point je devais partager la réalité de notre dynamique familiale avec des enfants si jeunes. Amanda, toujours perspicace, a abordé mes préoccupations de front. Les enfants comprennent plus que les adultes ne leur en donnent le crédit, a-t-elle dit alors que nous nous préparions pour le dîner. Ils n'ont pas besoin de tous les détails pour saisir l'essence des relations compliquées. Le restaurant que Megan avait choisi était une pizzeria avec une salle d'arcade attenante, assez décontractée pour que les enfants soient à l'aise mais assez publique pour décourager les scènes dramatiques. Je suis arrivé tôt, obtenant une banquette d'angle qui offrait une certaine intimité tandis qu'Amanda attendait à la maison, nous laissant de l'espace pour cette première réunion. Revoir Megan en personne après tant d'années a été déconcertant. L'enfant prodige de ma mémoire avait été remplacé par une femme avec des rides de stress autour des yeux et un air prudent. Ses enfants se sont regroupés autour d'elle, 2 filles avec ses cheveux blonds et un garçon qui, étonnamment, avait la même expression sérieuse que je reconnaissais de mes propres photos d'enfance. La gêne initiale s'est rapidement dissipée alors que la curiosité naturelle des enfants a surmonté l'attention des adultes. Mon neveu aîné, en apprenant que je créais des applications, m'a bombardé de questions techniques qui révélaient une véritable aptitude pour la technologie. Mes nièces étaient tout aussi engageantes. La plus jeune grimpant dans la banquette à côté de moi sans hésitation, me montrant son jeu préféré sur le téléphone de sa mère. Alors que les enfants jouaient à proximité dans la section arcade, visible à travers la cloison vitrée, Megan et moi avons une autre première conversation honnête depuis plus d'une décennie. J'étais complice de leur traitement envers toi, a-t-elle admis en remuant distraitement sa boisson. J'ai bénéficié d'être la favorite, et il était plus facile d'accepter ce rôle que de le remettre en question. Nous étions tous les deux des enfants dans un système malsain, ai-je répondu. La différence, c'est que tu as dû y rester alors que je me suis échappé. Megan a jeté un coup d'œil à ses enfants, un mélange d'amour et d'inquiétude traversant ses traits. J'essaie de briser le cycle avec eux, en m'assurant qu'ils sachent que leur valeur n'est pas conditionnelle à la satisfaction des attentes ou à l'adaptation à un moule. C'est tout ce que nous pouvons faire. Reconnaître les schémas et choisir des chemins différents, ai-je dit, réalisant à quel point la thérapie avait façonné ma perspective. À la fin du dîner, un accord tacite s'était formé entre nous. Notre relation serait reconstruite lentement, à ses propres conditions, séparée de l'influence de nos parents. Les enfants m'avaient instantanément adopté comme leur oncle tech, extrayant des promesses de cours de codage et de recommandations d'applications. En nous séparant sur le parking, Megan a hésité avant de parler. Ils ne changeront pas, tu sais, maman et papa. Ils sont incapables de voir comment leurs actions t'ont affecté. Je sais, ai-je reconnu. J'ai fait la paix avec cette réalité. Mes attentes sont alignées sur qui ils sont réellement, pas sur qui j'aimerais qu'ils soient. Elle a hoché la tête, comprenant exactement ce que je voulais dire parce qu'elle avait parcouru le même chemin. Même heure le mois prochain, a-t-elle suggéré. J'aimerais beaucoup, ai-je convenu, la regardant aider mes nièces à boucler leur ceinture dans leur siège auto, mon neveu agitant la main avec enthousiasme par la fenêtre. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un sentiment de clôture qui m'avait échappé pendant des années. Non pas parce que toutes les blessures étaient guéries ou que toutes les relations étaient restaurées, mais parce que j'avais finalement cessé de laisser l'absence de validation familiale définir ma valeur. J'avais construit une vie riche de liens sincères, d'épanouissement professionnel et de croissance personnelle. Non pas en dépit du rejet de ma famille, mais parce que cela m'avait forcé à découvrir ma propre force. Mes parents ont fait 2 autres tentatives de contact au cours des semaines suivantes, toutes 2 des demandes à peine voilées d'aide financière enveloppées dans un intérêt performatif pour ma vie. J'ai répondu avec des limites polies mais fermes, offrant des conversations de renforcement des relations mais rien de plus jusqu'à ce que cette fondation soit établie. Ils ont finalement cessé de me contacter, ne voulant pas s'engager à des conditions qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La confrontation d'anniversaire est devenue un tournant plutôt qu'un point final. Elle a marqué le moment où j'ai vraiment compris que la famille est définie par le comportement, pas par la biologie, par la façon dont les gens se traitent les uns les autres, pas par les hasards de la naissance qui les relient. 2 semaines après ma confrontation d'anniversaire, Megan et moi nous sommes rencontrés dans un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Sans enfants présents, nous pouvions parler plus librement de notre passé commun et de nos expériences divergentes de la même famille. Elle a apporté des photos de ses enfants grandissant, des images des années que j'avais manquées, tandis que je partageais des histoires sur la construction de Bridgework à partir de rien. Je t'en voulais, a-t-elle admis en remuant son latte.
Quand tu es parti et que tu as construit cette vie incroyable, j'ai pensé que tu avais choisi la facilité. Il m'a fallu des années pour réaliser que rester était en fait le choix le plus facile pour moi, même avec toutes les contraintes. Et je t'en voulais d'être l'enfant parfait qu'il voulait, ai-je avoué, d'avoir apparemment tout eu sur un plateau pendant que je me battais pour des miettes d'attention. Meghan a ri sans humour. Parfait signifiait docile. Chaque décision préapprouvée, chaque ambition soigneusement contenue dans leur zone de confort. Sais-tu que je voulais étudier le commerce à l'université? Papa a insisté sur l'éducation parce que c'était plus convenable pour une mère. Cette révélation a changé quelque chose dans ma compréhension de notre histoire commune. Alors que j'avais été ouvertement rejeté, Meghan avait été acceptée sous condition, aimée pour sa volonté de se conformer plutôt que pour qui elle était vraiment. Des blessures différentes, mais des blessures néanmoins. Nous jouions tous les deux les rôles qu'il nous avait assignés, ai-je observé, l'enfant prodige et le mouton noir. La théorie des systèmes familiaux, a hoché la tête Meghan. Ma thérapeute l'appelle aussi comme ça. La découverte que nous avions tous les deux cherché une aide professionnelle pour traiter notre éducation a créé un autre lien inattendu entre nous. Nos parents nous avaient involontairement unis par le travail de guérison que leur comportement avait rendu nécessaire. Au cours des mois suivants, notre relation fraternelle s'est prudemment reconstruite. Nous avons établi une tradition de dîner mensuel, parfois avec ses enfants, parfois sans. J'ai appris à connaître mes nièces et mon neveu, me délectant de leur personnalité distincte et observant les schémas familiaux que nous étions tous les deux déterminés à briser. Ma relation avec Amanda s'est approfondie à mesure que les plans de mariage avançaient. Sa famille m'a accueilli sans réserve. Son père offrant les conseils et le soutien paternel que le mien m'avait refusé. Leur acceptation a mis en évidence à quoi pouvaient ressembler des dynamiques familiales saines. Soutenir sans être envahissant, aimer sans condition. La question de savoir s'il fallait inviter mes parents à notre mariage a provoqué de longues discussions. Amanda, toujours pragmatique, a offert sa perspective. Invite-les aux mêmes conditions que celles que tu as établies pour toute relation, avec des limites claires et des attentes réalistes. Après mûre réflexion, j'ai envoyé des invitations formelles à mes parents et à la famille de Meghan. La note qui accompagnait celle de mes parents était directe. Ils étaient les bienvenus en tant qu'invités qui respectaient notre célébration, pas en tant que parties intéressées cherchant une aide financière ou tentant de réécrire notre histoire. Leur réponse est arrivée 2 semaines plus tard, une carte de réponse laconique avec 2 cases, refus, coché. Pas de note, pas d'explication. Meghan a confirmé ce que je soupçonnais. Leur fierté ne pouvait accepter d'assister à des conditions qu'ils ne dictaient pas étonnamment, leur refus a apporté un soulagement plutôt qu'une déception. Le jour de notre mariage serait exempt de tension ou de réconciliation performative. Ce serait une célébration sincère, entourée de personnes qui avaient mérité leur place dans nos vies. Les mois précédant notre mariage ont apporté un autre développement inattendu. Le Porter Sullivan Technology Center, le bâtiment que j'avais donné dans mon ancien quartier, était florissant, offrant une éducation au codage aux jeunes défavorisés. Le directeur du programme m'a contacté pour étendre leur programme afin d'inclure le développement commercial pour les startups technologiques. Cette conversation a déclenché une vision plus large. Pourquoi ne pas créer une fondation spécialement conçue pour soutenir les jeunes entrepreneurs technologiques issus de milieux difficiles? Des gens dont les familles, comme la mienne, ne pouvaient ou ne voulaient pas fournir le soutien initial nécessaire pour lancer leurs idées. La fondation Bridgework a été lancée 6 mois après cette conversation initiale, avec pour mission de fournir non seulement un financement, mais aussi un mentorat, des ressources de développement commercial et un soutien émotionnel aux innovateurs prometteurs issus de milieux difficiles. Chaque bénéficiaire a reçu un soutien financier, des conseils professionnels et un accès à une communauté de créateurs partageant les mêmes idées. Le travail de la fondation est devenu de plus en plus significatif pour moi, une façon de transformer mes propres expériences douloureuses en opportunités pour les autres. Chaque jeune que nous avons soutenu représentait une version de moi-même à 20 ans, pleine de potentiel mais manquant de soutien structurel. À l'approche de notre mariage, Meghan a posé une question délicate lors d'un de nos dîners. Que dirais-tu de passer les vacances ensemble cette année? Juste nous, ma famille et la tienne, sans les parents. La perspective de créer de nouvelles traditions familiales, basées sur le choix plutôt que sur l'obligation, m'a profondément séduit. Notre premier Thanksgiving en tant que famille reconstruite a été initialement gênant, mais finalement réparateur. Amanda a préparé le repas chez nous, tandis que les enfants de Meghan ont exploré le manoir avec un enthousiasme débridé. Mon neveu Owen,
maintenant âgé de 9 ans, a passé des heures dans mon bureau à domicile, fasciné par la configuration multi-écran et posant des questions pertinentes sur la programmation. Il me rappelle toi, a observé Megan en le regardant depuis l'embrasure de la porte. La même intensité, la même curiosité. Je m'assure qu'il sache que ce sont des forces, pas des problèmes à corriger. Noël a suivi, notre premier en tant que couple marié et mon premier depuis de nombreuses années qui semblait vraiment festif plutôt qu'un rappel d'exclusion. Nous avons échangé des cadeaux attentionnés, joué à des jeux ridicules et commencé à construire des traditions qui se perpétueraient. L'absence de mes parents était perceptible, mais plus douloureuse. C'était simplement la réalité que nous avions acceptée. La nouvelle année a apporté des nouvelles inattendues. Mes parents avaient accepté de participer à une thérapie familiale avec Megan. Bien qu'ils restent peu disposés à reconnaître leur traitement envers moi, ils ont reconnu qu'ils pourraient perdre l'accès à leurs petits-enfants s'ils continuaient leur schéma rigide. Ce n'était pas la prise de conscience dramatique que j'aurais pu espérer autrefois, mais cela représentait une petite fissure dans leur forteresse de déni. N'attends pas de miracle, m'a prévenu Megan lors de notre dîner mensuel. Il participe, mais à contre-cœur. Papa pense toujours que la thérapie, c'est pour les faibles. Je n'ai plus besoin de leur participation à ma guérison, l'ai-je assuré. Ce navire a quitté le port il y a des années, mais je suis content qu'ils essaient pour ton bien et celui des enfants. Un an après la confrontation à ma porte, Amanda et moi avons reçu une nouvelle qui a changé notre vie, elle était enceinte. La perspective de la paternité a déclenché à la fois de la joie et une profonde réflexion. Quel genre de parent serais-je, ayant eu des modèles si imparfaits? Comment m'assurerais-je que mon enfant se sente inconditionnellement apprécié? Le docteur Mitchell, toujours ma thérapeute après toutes ces années, a offert une perspective lors d'une session axée sur ses préoccupations. Le fait que vous vous posiez ces questions vous place déjà à des kilomètres en avance, m'a-t-elle assuré. La conscience des schémas est la première étape pour les briser. Alors que la grossesse d'Amanda progressait, je me suis senti de plus en plus attiré par le travail de notre fondation. Chaque jeune entrepreneur que nous avons soutenu représentait une version de moi-même à 20 ans, pleine de potentiel mais manquant de soutien structurel. Le mentorat de ces innovateurs est devenu une forme de guérison que je n'avais pas anticipée, me permettant de fournir les conseils dont j'avais autrefois désespérément besoin. Lors d'un événement de la fondation présentant notre dernière cohorte de start-up soutenues, je me suis retrouvé en retrait, regardant ces jeunes créateurs présenter leur vision avec passion et conviction. Certains avaient fui des foyers abusifs. D'autres avaient des parents qui ne pouvaient tout simplement pas comprendre leurs ambitions numériques. Tous avaient trouvé dans notre communauté la validation et le soutien pratique que leur famille ne pouvait pas fournir. Une jeune femme nommée Talia s'est approchée de moi après sa présentation, un concept brillant pour une plateforme d'éducation au codage axée sur l'accessibilité. Votre histoire a changé ma vie, a-t-elle dit simplement. Savoir que quelqu'un d'autre avait construit quelque chose de significatif malgré le rejet familial m'a fait croire que je le pouvais aussi. Ces mots ont cristallisé quelque chose que je réalisais lentement depuis un an. La douleur qui m'avait autrefois défini s'était transformée en but. Le rejet qui m'avait autrefois semblé ma plus grande blessure était devenu la pierre angulaire de ma plus grande contribution. Ce soir-là, en rentrant chez Amanda, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours de cet appartement exigu avec des colocataires à la vie que je menais maintenant. Le succès n'avait pas guéri mes blessures familiales comme je l'avais naïvement espéré. L'argent et la reconnaissance n'avaient pas magiquement transformé mes parents en les figures de soutien que j'avais désirées enfant. Au lieu de cela, le parcours m'avait transformé. Il m'avait appris que la famille se construit par un amour et un respect constant, pas simplement déclarés par un lien biologique. Il m'avait montré que l'absence de certaines relations crée un espace pour d'autres qui, autrement, n'auraient jamais pu se former. Plus important encore, il m'avait prouvé que la validation ne peut vraiment venir que de l'intérieur. Le succès extérieur ne signifie rien sans la paix intérieure. En arrivant dans notre allée, j'ai vu Amanda qui attendait à la porte, sa main reposant sur son ventre arrondi. À côté d'elle se tenaient Jason et sa femme, Megan et ses enfants, la famille que j'avais choisie et qui m'avait choisi, des gens qui voyaient ma valeur, non pas comme conditionnelle à la réussite ou à la conformité, mais comme intrinsèque à qui je suis. La confrontation à ma porte n'avait pas été l'affrontement final que j'avais parfois imaginé pendant ces années d'exclusion. C'était plutôt une révélation silencieuse que certains ponts ne peuvent et ne doivent pas être reconstruits, tandis que d'autres, des liens inattendus formés par une compréhension partagée et une attention sincère, deviennent les véritables passages vers l'appartenance. En repensant à la décennie d'exclusion familiale,
Je ne ressens plus la piqûre aiguë du rejet qui définissait autrefois ma relation avec ces souvenirs. Au lieu de cela, je reconnais cette période comme le catalyseur qui m'a finalement conduit à construire non seulement une entreprise prospère ou une belle maison, mais une vie riche de liens authentiques. La vraie richesse, ai-je appris, ne se mesure pas à la superficie de votre maison ou au chiffre de votre compte en banque. Elle se calcule à la force des liens que vous forgez, à l'intégrité de vos choix et à votre capacité à transformer la douleur en but. Si vous vous êtes déjà senti exclu d'un endroit où vous pensiez appartenir, sachez que l'appartenance n'est pas quelque chose que les autres vous accordent. C'est quelque chose que vous créez à travers les communautés que vous construisez et les valeurs que vous défendez. La famille peut être trouvée et formée partout où l'amour et l'acceptation sincère existent. Avez-vous déjà dû redéfinir la famille dans votre propre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné